Salut à vous tous, bonsoir, bonjour pour ceux qui sont de l'autre côté de l'Atlantique. En tout cas, salutations à toute la communauté congolaise, du Congo, de l'étranger, les amis du Congo. Et ce message est destiné donc aux Congolais, mais il est aussi destiné aux citoyens étrangers vivant au Congo ou qui ont un intérêt dans les affaires du Congo-Brazzaville. Comme à l'accoutumée, nous allons vous demander de partager la vidéo pour augmenter notre audience. Nous vous demandons également d'inviter vos amis et nous allons commencer par un chant d'inspiration de Monsieur Jacques Loubello. Et pendant que nous suivons le chant, je vais partager la vidéo avec des amis. Chant d'inspiration, je profite pour saluer ceux qui sont en ligne. Tom Renoir, bonsoir. Antonio Alberto Castillo Carpintero, mi amigo. Saludos. Voilà, salutations à tous à nouveau. Nous tenons à faire ce direct en français. Nous allons... Je ne savais pas que Tom Renoir se débrouillait quand même pas mal en espagnol. ¿Qué tal, Tom? Estoy lo más bien, lo más contento y quisiera pasar un mensaje a la comunidad congolesa y a la comunidad de los ciudadanos extranjeros que viven en mi país, en el Congo. Yo tengo un mensaje capital e importante a pasar hacia nuestra comunidad. Lo haré en francés, pero bueno, creo que hacia el final lo haré también un poco en español para que lo entiendan mis amigos de allá, de Latinoamérica. Voilà. Donc, ceci dit, nous avons commencé par un chant d'inspiration, un chant qui nous rappelle nos origines, un chant qui définit qui est congolais et qui ne l'est pas. Un chant qui raffermit un peu les liens de solidarité, des liens de fraternité entre nous les Congolais, quelle que soit votre ethnie, quelle que soit votre région, quelle que soit votre tribu, quelle que soit votre pensée, courant idéologique, nous sommes les Congolais. Si vous êtes né dans cet espace de 342 000 km² situé au centre de l'Afrique et qu'on appelle le Congo, vous êtes donc Congolais. Que vous soyez Lari, que vous soyez Bembe, que vous soyez Mboshi, que vous soyez Kouyou, que vous soyez Bomitaba, vous soyez Teke, que vous soyez Nzabi, que vous soyez Kwele, je sais pas, Mbeti, Congo, Dondo, Vili, Sundi, Kamba, nous sommes tous des Congolais. Voilà. C'est la mère nature qui l'a voulu ainsi, c'est Dieu qui a voulu que nous le soyons. Alors, le message que je voulais passer aujourd'hui est destiné aux Congolais, bien entendu, mais aussi et surtout à la communauté étrangère qui habite au Congo-Brazzaville, qui a trouvé le Congo comme terre d'asile, comme terre propice pour faire des investissements, pour faire des affaires, et donc qui n'ont jamais été inquiétés, qui ont toujours bénéficié de notre hospitalité. Mais comme vous savez, en toute chose, il y a des limites, il y a des bornes, il y a des barrières qu'on ne doit pas dépasser pour éviter d'offusquer ceux qui vous ont accueillis sur leur sol. D'abord les Congolais, je voudrais rappeler qu'aujourd'hui, les difficultés que rencontre notre pays ne sont pas insurmontables. Le retard de développement que nous avons pris, nous pouvons le rattraper en si peu de temps. Vous savez qu'au Congo, nous avons une intelligence, nous avons des cadres capables, nous avons des gens qui aiment bien le pays, qui sont capables le moment venu, de contribuer à son développement. Je voulais rappeler encore aux Congolais que le développement du Congo ou la volonté de développer notre pays ne viendra jamais
des gens qui viennent d'ailleurs, qui vivent dans notre pays, ils n'ont aucun intérêt, ils ont d'autres intérêts. Et même les amis du Congo, même les pays qu'on appelle les frères amis du Congo, ils n'ont aucun intérêt à voir le Congo peut-être se développer. C'est vrai qu'ils peuvent le vouloir, le désirer, mais s'impliquer directement dans le développement du Congo, c'est une affaire d'abord entre nous, des Congolais. Voilà pourquoi j'attire l'attention parce que depuis un certain temps, il se développe des choses, des événements dans notre pays qui doivent interpeller le citoyen. Le citoyen qui aime le Congo, le citoyen qui pense que le Congo doit être au-dessus de toutes les autres nations. Ce développement, c'est quoi? C'est que, et nous l'avons dit dans une vidéo antérieure, c'est l'éclosion, c'est l'apparition depuis un certain temps du groupe d'influence qu'on appelle les lobbies. Il y a un lobby libanais au Congo, il y a un lobby ouest-africain au Congo, il y a un lobby chinois au Congo, il y a un lobby, pardon, un lobby français au Congo, il y a un lobby des Asiatiques aussi, hein, des Indiens, des Pakistanais, qui, dans les différents domaines de notre économie, se sont sérieusement impliqués et très souvent à l'avance de nous autres citoyens du pays. Nous ne voulons pas raisonner ici comme des gens xénophobes. Nous ne pouvions pas le faire, nous ne devrions pas le faire. Pardon. D'autant plus que nous-mêmes, nous habitons dans un pays étranger. Je ne suis pas chez moi ici au Congo, je suis en Afrique du Sud, c'est pas chez moi. Quel que soit le statut que je peux avoir ici, ici c'est pas chez moi. Le Congo, c'est chez moi. Mais qu'est-ce que nous avons constaté depuis que nous sommes à l'étranger? Quel que soit le pays dans lequel vous allez, vous trouverez que ce pays-là a des lois. A des lois dans les différents domaines. Il y a, surtout sur le plan économique, il y a des limitations de ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. Vous êtes en France, vous êtes citoyen français, vous ne pouvez pas tout vous permettre, surtout quand vous n'êtes pas français de souche. À plus forte raison, quand vous êtes encore étranger, vous avez un titre étranger, vous avez des limitations. Chez nous, et je commence d'abord par condamner le Congolais parce que c'est nous qui avons laissé que les autres viennent s'imposer économiquement chez nous. C'est parce que nous avons laissé l'espace aux citoyens étrangers pour faire tout et n'importe quoi, qu'aujourd'hui nous sommes dans une posture de délaisser, d'abandonner, et qui vient comme un peu reconforter l'appellation du Congo-Zoba. Le Congo-Zoba, c'est d'abord nous-mêmes, c'est nous qui sommes responsables de cette appellation. Parce que ce que nous faisons aux autres, ce que nous donnons aux autres, les autres ne le font jamais dans leur propre pays. Vous ne trouverez pas, en tout cas, des Congolais, vous ne trouverez pas des Angolais à Bamako, je ne sais pas, ou à Dakar, ou au Liban, en train de faire des affaires avec le gouvernement, vous ne les trouverez pas. Chez nous, il y a une forte présence étrangère, notamment de nos frères de l'Afrique de l'Ouest, qui sont les bienvenus chez nous. Mais quand vous voyez aujourd'hui le citoyen ouest-africain, il n'est pas réellement intégré. Est-ce que c'est la faute des Congolais? Ou est-ce que c'est une volonté juste de tirer profit de ce qui leur paraît plus important? Parce que quand vous voyez aujourd'hui, nous avons des gens qui sont nés au Congo, hein,
depuis des lustres qui sont congolais, qui sont intégrés. Mais il y a un grand nombre de Congolais d'origine ouest-africaine qui ne sont pas intégrés. Et par intégration, je ne veux pas parler de connaissance ou de la pratique des langues de chez nous, linguistiques. Mais c'est parce que quand vous regardez aujourd'hui dans nos institutions, vous regardez dans notre gouvernement, vous regardez au Parlement, vous regardez dans l'administration en général, vous ne trouverez pratiquement jamais des Congolais d'origine ouest-africaine, ou libanaise ou chinoise. Jamais. Quand vous voyez, même dans le sport, dans le cas du sport, vous regardez même nos équipes nationales, de football, de handball, vous ne trouverez pas ces étrangers ou ces Congolais d'origine étrangère. Donc les gens sont venus et sont focalisés sur l'économie. Mais l'économie, nous voulons bien, et l'économie a fait enrichir beaucoup de gens, beaucoup de personnes. Mais il va falloir que l'on regarde désormais comment faire en sorte que la participation étrangère dans notre économie soit réduite. C'est capital, je milite pour cela, je militerai pour cela. Je ne dis pas qu'on doit tourner ou fermer la porte aux étrangers, mais je dis qu'il faut limiter la participation des étrangers dans notre économie. Parce qu'ils n'ont aucun intérêt, je dis bien aucun intérêt, à voir le Congo se développer. Ils ne le feront pas. Nous sommes en train de voir aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une situation où une dame, membre du gouvernement du Congo-Brazzaville, a pour époux un citoyen du Sénégal ou de la Mauritanie, je crois, et qui est impliqué dans des affaires louches, de détournement d'argent public, avec la participation de cette dame ministre qui veut ouvrir des officines de pharmacie. Et je voudrais ouvrir une petite parenthèse parlant de pharmacie, parce que moi, je suis médecin. Et j'ai voulu à un moment, dans le cadre d'une assistance que je voudrais apporter aux miens, à mes parents, les membres de ma famille au Congo-Brazzaville, j'avais estimé, j'avais pensé ouvrir une petite officine, une petite pharmacie au Congo-Brazzaville, pour que l'on ne me demande pas à tout moment d'intervenir lorsqu'il y a des situations de la famille. Je me suis dit, si je monte une pharmacie au Congo, l'argent qui pouvait servir à mon salaire ou mon revenu devait être placé quelque part dans un compte bancaire pour que la famille, de temps en temps, quand ils ont des problèmes, qu'ils y mettent la main et qu'ils fassent ce qu'ils doivent faire. J'ai des amis qui ont étudié la pharmacie, j'ai donc contacté des amis qui sont à Brazzaville, à Pointe-Noire. Je leur ai dit, écoutez, moi, j'ai envie d'ouvrir une pharmacie. J'ai mon argent, donc je n'ai pas besoin d'une assistance. Et là, on me dit que ne peut ouvrir une pharmacie qu'un Congolais, un citoyen, détenteur d'un diplôme de pharmacien. Ça, c'est ce que mes amis me disent, mes collègues pharmaciens. Me disent, Dieudonné, si tu veux ouvrir une pharmacie, il faut d'abord que tu sois pharmacien. Donc tu ne l'es pas, tu ne peux pas ouvrir. Parce qu'il y a un ordre de pharmaciens au Congo qui existe, qui travaille, qui fonctionne et qui veille à ce que cette disposition légale soit appliquée au Congo-Brazzaville. Au moins que vous êtes dans un fond de village où personne ne peut aller et vous ouvrez une petite pharmacie là-bas, bon, ça pourrait passer. Mais dans les grandes villes comme Pointe-Noire-Brazzaville, c'est impossible. Et donc, moi, je suis un homme légaliste, je suis un homme respectueux de la loi. Je n'ai pas voulu forcer la main. Je me suis dit, bon, je ne vais pas ouvrir une pharmacie, mais je verrai avec les membres de ma famille ce que nous pouvons faire ensemble.
pour subvenir à leurs besoins de temps en temps. Mais là, j'apprends qu'il y a un citoyen, un ressortissant sénégalais, excusez-moi de citer les noms, hein, parce qu'il faut qu'on le dise de toute façon, à qui une dame congolaise, ministre de la République, aurait donné une autorisation express pour ouvrir une pharmacie. Je crois d'abord c'était à Bakongo, sur l'avenue de l'OUA. Et au moment où ce citoyen africain du Sénégal devait ouvrir sa pharmacie, la population s'est levée et on lui a empêché de le faire. Mais un autre, celui-là qui a épousé la dame qui est ministre dans notre gouvernement, je ne sais pas si c'était son nom, a voulu ouvrir une pharmacie du côté de Jeanne Vial, donc ceux qui connaissent Wenze, sur l'avenue des Trois Martyrs. Je ne sais pas si elle a réussi à ouvrir cette pharmacie. Mais, à ce que je sache, ce monsieur n'est pas pharmacien. Ce monsieur ne remplit pas les critères pour ouvrir une pharmacie. Mais c'est notre propre sœur, notre propre compatriote, ministre de la République, qui se croit dans la cour peut-être du roi Péto, qui prend une note, qui demande, qui donne l'autorisation à son homme, à son mari, à son conjoint ou son concubin, je ne sais pas quel est le statut de ce monsieur, d'aller ouvrir une pharmacie du côté de Jeanne Vial. Alors qu'il y a un ordre de pharmacien dirigé par un certain monsieur Ingani. Je ne sais pas s'il est toujours là, mais à l'époque, quand je faisais mes démarches, parce que je voulais ouvrir une pharmacie, on m'avait dit qu'il fallait adresser de correspondance à M. Ingani, que je ne connais pas, je n'ai jamais vu, je m'ai entendu parler, c'est la première fois. Et c'est ce M. Ingani qui vous autorise donc, avec le ministère, avec le sceau du ministère de la Santé, d'ouvrir une petite officine de pharmacie ou un dépôt pharmaceutique. Et donc j'avais abandonné cette idée et j'ai laissé. Mais là, nous vous apprenons qu'une Congolaise, une dame congolaise, membre du gouvernement, aurait, je parle au conditionnel, donné l'autorisation à son mari ou à son concubin d'ouvrir une pharmacie. D'abord, ils ont fait échec du côté de Bakongo et cette fois-ci, ils ont peut-être réussi à le faire du côté de Jeanne Vial à Wenze. C'est pour dire que dans le processus de destruction de notre pays, nous, Congolais d'abord, nous sommes à l'origine. Nous ne percevons peut-être pas le danger à court ou à moyen terme que ce comportement de laisser aller aura sur l'avenir de notre pays. Nous allons vieillir, nous sommes déjà vieux, nous allons passer, nous allons mourir. Nos enfants viendront. Mais si nous ne prenons garde, nos enfants seront maltraités dans leur propre pays. Nos enfants seront des citoyens de second rang dans leur propre pays. Ce qui ne se passe nulle part ailleurs, même pas en Afrique de l'Ouest. Nous avons pris l'habitude de croire que les citoyens de l'Afrique de l'Ouest ou les Libanais sont les experts en business. Quand un Congolais, et ça s'est produit dans le passé, je connais des gens qui ont fait cela, qui avaient de l'argent, qui voulaient faire des affaires, et qui préféraient confier de l'argent à des sujets étrangers. Le Burkinabé, le Malien qui vient au Congo, il vient pour se chercher. Très peu ont des diplômes en management, très peu ont des diplômes en trading. Mais il y a chez un étranger toujours cette envie de réussir. L'envie de travailler un peu au-delà même de la norme. Mon propre cas, les étrangers qui vivent ici, ceux qui travaillent, ceux qui font la médecine comme moi, nous travaillons beaucoup. Nous sommes toujours dans les cliniques, on est à l'État, on est en privé. Mais le citoyen sud-africain, il travaille quelque part, il a son salaire, il vit avec ça. Mais nous, nous allons toujours un peu plus au-delà. Parce qu'on veut avoir un peu plus d'argent pour aider ceux qui sont restés au pays
ou pour épargner pour des projets d'avenir, mais le citoyen d'ici, avec ce qu'il gagne, il vit correctement et il n'a pas besoin de plus que ce qu'il gagne. Donc l'étranger toujours en terre étrangère, bien entendu, essaie toujours de montrer l'assiduité, la volonté de réussir. Voilà pourquoi il est un peu plus facile pour eux de réussir et d'épargner. Parce que le Congolais, tout de suite, quand il commence une activité, il a un peu d'argent, il se met à boire, il se met à prendre de l'alcool. Et généralement, il tombe en faillite. Parce que c'est les femmes, c'est l'alcool, c'est parfois des voyages, ou c'est l'habillement, des vêtements, et ainsi de suite. Mais il faut une prise de conscience désormais que si nous ne prenons garde, nous allons être dans notre propre pays des esclaves, des gens qui sont venus d'ailleurs. Déjà, on nous signale chez des sujets, des Congolais qui travaillent auprès des Libanais notamment, auprès des Chinois, auprès de Ouest-Africains. Déjà, les Ouest-Africains n'emploient pas des Congolais. C'est d'abord la première des choses aussi. Mais notamment chez les Chinois et les Libanais. On nous rapporte des phénomènes de maltraitance des Congolais. Des gens qui travaillent chez les Chinois, chez les Libanais, sont très souvent maltraités. Nous avons des exemples, même il y a eu une dame à Pointe-Noire qui s'est fait briser les deux jambes, qui est aujourd'hui sur fauteuil roulant, je ne sais pas si elle a même un fauteuil roulant, tabassée par un sujet libanais qui est libre de ses mouvements à Brazzaville ou à Pointe-Noire, qui travaille, continue à faire ses affaires, comme si de rien n'était, comme s'il avait juste écrasé un petit cafard. C'est nous qui laissons faire. Ce sont nos dirigeants qui laissent faire. Hier, une parenthèse encore, j'ai posté sur Facebook un lot de matériel pour commencer une boulangerie. Ce lot, pour ceux qui iront regarder tout à l'heure, du matériel, donc il y a du four, il y a des mixeurs, ainsi de suite. Donc pour commencer une petite boulangerie. Et ce lot de matériel coûte 4 millions de francs CFA. Un peu moins de 4 millions de francs CFA. Le matériel neuf. Et quand j'ai posté, je me suis mis à lire un peu les commentaires des compatriotes. Et il y a un commentaire qui m'a tiqué. Et c'est ce qui m'a poussé de venir faire cette vidéo. C'est une dame congolaise qui est en France qui me dit, mais docteur, tu amènes ton matériel au Congo-Brazzaville, tu vas ouvrir ta boulangerie, mais tu vas avoir du mal à pouvoir avancer. Tu vas avoir même du mal à trouver de la farine. Et j'ai essayé d'interroger, on me dit oui, parce qu'au Congo, la boulangerie est un business réservé aux Mauritaniens et aux Libanais. Et je me suis souvenu une fois un échange que j'ai eu avec un frère, et je parlais de boulangerie, parce que moi je parle souvent des business avec des gens et tout. Parlant de boulangerie, il y a un qui me dit oui, mais c'est un business difficile ici, parce qu'il y a quelqu'un qui a commencé là, qui a jeté les clés sur le paillasson. J'ai compris maintenant par rapport à ce qu'on m'a dit hier. Parce que les Libanais et les Ouest-Africains et les Mauritaniens gèrent toute la chaîne. Depuis l'importation de la farine de blé, la fabrication du pain, la commercialisation du pain au Congo-Brazzaville, ce sont eux. Donc si vous êtes Congolais, vous achetez votre matériel, vous pouvez acheter plus sophistiqué que ce que j'ai publié sur Facebook. Vous allez vous implanter quelque part, même au centre-ville. Vous allez avoir du mal à prospérer. Salut, bon, je parle de toi là, ma petite sœur. Voilà, Minou.
Vous allez donc ouvrir votre boulangerie, mais vous n'aurez même pas de quoi faire du pain parce qu'ils peuvent même refuser de vous vendre la farine. Et donc, tu vas avoir toutes les difficultés du monde pour t'épanouir. Dans ton propre pays, on te bloque dans ton propre pays. Donc, la filière boulangerie, la filière croissanterie, production du pain, du croissant, du gâteau, et qu'en sais-je, elle est réservée à une catégorie des gens qui viennent d'ailleurs. Le Congolais ne doit même pas essayer parce qu'il va lamentablement échouer. Mais qu'est-ce qui donne ça? C'est les lois que nous avons dans notre pays. Les lois de laxisme. Les lois qui ont permis aux gens de venir s'implanter et de régner en maître et en roi pour imposer leur propre volonté aux citoyens du Congo-Brazzaville. Les vendredis, quand les gens sont en prière, pour ceux qui sont musulmans, au marché, au grand marché de Pointe-Noire, il y a 2 mosquées là-bas. Les routes sont barrées. Il n'y a pas de circulation, ni de véhicules, ni de personnes. Les routes sont barrées. Avec le contrôle même de la police, donc la police participe à ça. À barrer la route pour que les gens ne circulent pas. Tous les commerces, tous les magasins sont fermés. Donc le Congolais qui veut acheter le pain à 12 heures à Pointe-Noire, à Brazzaville ou à Mosenjo, c'est mission impossible. Parce que les patrons de boulangerie vont prier à cette heure-là, tous les vendredis à 12 heures. C'est grave et c'est dangereux. Parce que ce comportement rappelle en ce moment que nous avons accepté la perte de la souveraineté. Nous ne sommes pas indépendants en ce moment. C'est comme si nous n'étions pas chez nous. Donc, si vous allez, Dieu merci, heureusement peut-être qu'ils ne sont pas dans les pharmacies. Jusque-là, la pharmacie n'est pas capturée par ces étrangers. Mais s'ils avaient aussi le contrôle des pharmacies, vous imaginez un peu. Donc, à 12 heures, on allait fermer les officines de pharmacie. Jusqu'à la fin de la prière, si vous avez une urgence, mais tant pis pour vous. La pharmacie doit être fermée parce que le patron doit aller prier quelque part. Il faut que le Congolais se réveille. Les autres ne sont pas mieux que nous. Ils ne sont pas plus intelligents que nous. Ils ne sont pas formés, comme je vous ai dit. Vous voyez qu'ils ont même des difficultés à parler la langue française, à s'exprimer. Mais ils savent compter les billets de banque. Ils savent faire les mathématiques simples. Vous donnez 10 000, un billet de 10 000, vous achetez un produit à 2 000, il vous remet 8 000. Ça, ils savent le faire. Mais ça, les Congolais le savent aussi. Et ce petit business de commerce général, de commerce en détail, les Congolais devaient s'en approprier. Ça devait être une exclusivité des citoyens congolais. Parce que c'est des activités économiques qui n'ont pas besoin de grands diplômes, de grandes formations. Faire le taxi au Congo-Brazzaville, on ne devait pas voir des étrangers faire ce genre d'activité. Déjà pour l'essentiel, que ce soit des Libanais, que ce soit les Ouest-Africains qui viennent chez nous, ils ne viennent pas avec de l'argent. Ils viennent, ils trouvent les membres de leur communauté, ils s'intègrent et ils font le business comme les autres. Ils n'emploient pas des Congolais comme je vous ai dit. Ils font venir les leurs. S'ils ont besoin de quelqu'un, ils vont faire venir de Bamako, de Douala ou je ne sais pas, de Dakar. Ils ne prendront pas le Congolais.
Voilà donc le danger. Il ne contribue pas à alléger la situation du chômage dans notre pays. Donc il ne nous apporte rien. Ça c'est de un. De deux, la plupart de ces commerces ne payent pas les impôts. Donc ne contribuent en rien à l'essor économique de notre pays. Troisièmement, ce sont des gens qui participent à la fuite du capital dans notre pays. Parce que c'est des gens qui ne gardent pas l'argent en banque. Est-ce que vous voyez les frères ouest-africains, libanais aller en banque, garder l'argent, faire des retraits, faire des dépôts en banque? Non. Non. Ils gardent l'argent chez eux, sur le matelas ou dans des trous, des fosses qu'ils creusent, ils mettent de l'argent là-dedans. Et voilà pourquoi vous allez constater un fléau au Congo-Brazzaville où il n'y avait plus de pièces de monnaie. De 50 francs, de 500 francs, de 20 francs ou 25 francs. Ça n'existait plus, il n'y avait plus rien en circulation. Parce qu'il y a des gens qui ont fait de la rétention sur ces pièces de monnaie. Vous allez acheter un jus à 500 francs, plutôt à 450 francs, vous donnez une pièce de 500 ou un billet de 500, eh bien on ne vous remet pas la monnaie. On vous dit, bah, écoutez, vous prenez le jus, et puis nous gardons donc les 50 francs, ou alors vous gardez votre argent, il n'y a pas de jus. Et vous êtes comme obligé. Donc vous payez les 50 francs, vous payez 25 francs. Mais 25 plus 25, ça fait 50, ça leur fait des économies. Ils gardent la monnaie quelque part. J'ai fait une anecdote une fois en 2008. J'arrive à Brazzaville, j'avais des euros, j'avais des dollars américains. J'arrive, je vois un parent, je dis, bah, écoutez, moi je veux du CFA. C'est vrai que j'ai ma carte bancaire, mais j'ai emmené du liquide, donc je veux changer. Accompagnez-moi à la banque. On dit, non, mais vous allez en banque, comment? On ne va pas à la banque ici. Ici, on m'a mené à Poto-Poto, chez un sujet ouest-africain. Mais j'avais quand même un montant considérable d'euros et de dollars. Le monsieur a tout pris, il m'a remis le franc CFA. Le franc CFA, je ne sais pas s'il est le bon, si c'est le mauvais, si c'est de l'argent piraté, de la fausse monnaie, on ne sait jamais. Donc il prend ses devises, il garde chez lui. Donc ça veut dire que c'est un monsieur qui est connu. Chaque fois que les gens viennent de l'Europe, de l'Asie, de l'Amérique, de l'étranger, qui veulent changer de l'argent, on connaît donc des gens. Ah, il faut aller voir Mustapha, il faut aller voir Mohamed, ah, il faut aller voir Mamadou. Ah, lui, il change de l'argent. Mais si vous allez chez Mamadou, si vous allez chez Mohamed, si vous allez sur Diakité, et vous dites, bon, j'ai des CFA ici, donne-moi des dollars, il ne vous le donnera pas. Donne-moi les euros, il ne vous les donnera pas. Ils sont acheteurs de la devise, mais ils ne sont pas vendeurs de la devise. Et qu'est-ce qui se passe? Quand l'argent ne circule pas dans une banque, votre économie ne tourne pas. Les économistes, les sachants, savent que si l'argent n'est pas dans les banques, ça ne tourne pas. Il y a des déficits. Et tout ça, c'est parce que nous laissons faire. Parce qu'un étranger qui vient chez nous lundi, nous avons des lois, nous avons des frontières poreuses, mais surtout les lois qui ne sont pas appliquées ou qui n'existent peut-être pas. Vous arrivez un lundi de Bamako, mercredi, vous avez les papiers. Vous avez un titre de séjour qui est délivré mercredi. Vendredi, il a une table au marché, il commence à vendre la viande ou il commence à vendre des vêtements. En 5 jours. Le lundi qui suit, ou le mardi qui suit, il a peut-être un passeport congolais qui le permet de bouger, de faire tout ce qu'il veut. Alors, moi je veux, vous qui êtes en ligne, ceux qui liront, ceux qui suivront cette vidéo, que l'on me dise un seul pays, un seul,
où les étrangers se comportent de la sorte, ou sont accueillis de la sorte. Un seul pays au monde où vous pouvez aller un lundi, mercredi vous avez les papiers, vendredi vous commencez à travailler et le lundi qui suit vous avez le passeport de ce pays. Donnez-moi le nom d'un seul pays. Et nous ne nous rendons pas compte que sur le plan économique, évidemment, il y a tous ces effets. Mais demain, ça va être sur les effets sur le plan sécuritaire. Ça va être des problèmes demain sur le plan foncier. Parce que vous avez par exemple un département comme la Likwala, où on nous dit que c'est le plus peuplé désormais du Congo. Mais les Congolais, quel est le taux de natalité? Est-ce que les Congolais se reproduisent autant? Non. La Likwala est aujourd'hui surpeuplée. La Likwala est beaucoup peuplée aujourd'hui par des citoyens étrangers. Les Congolais sont minoritaires aujourd'hui dans la Likwala. Qu'est-ce qui va se passer dans 10, 15, 20 ans? C'est que le Congolais sera tellement minoritaire que les étrangers vont pourchasser des Congolais pour dire « Vous n'êtes pas d'ici, vous devez partir d'ici ». Il y a perte de la souveraineté. Et le phénomène que nous voyons à l'est de la RDC, qui se développer avec les Banyamulenge, nous allons le vivre dans la Likwala dans quelques années. Nous n'aurons plus les droits là-bas. Parce qu'on laisse tout le terrain. Tous les Congolais fuient la Likwala. Tous les Congolais fuient le nord du Congo pour aller à Brazzaville, pour aller à Pointe-Noire, pour aller à Dolisie. Je les comprends parce que c'est là où il y a un peu plus d'opportunités. Mais un gouvernement visionnaire devrait regarder comment renverser cette tendance. Voilà pourquoi moi, vous avez suivi dans mes propositions ces derniers temps, je dis qu'il faut développer un réseau ferroviaire qui relie Brazzaville et Pointe-Noire au nord du pays. Parce que la voie ferroviaire a développé plus ou moins les villages qui sont tout au long de ce chemin de fer Congo-Océan. Parce qu'avec le passage du train, il y a une activité commerciale, vous vendez des choses et tout. Non, tu n'es pas xénophobe, ma chère sœur. Tu n'es pas xénophobe. Tu n'es pas xénophobe. Et voilà, donc je disais qu'il faut créer de la richesse dans la partie nord du pays. Parce que si notre nord se vide, les autres vont l'occuper. La nature a horreur du vide. Voilà pourquoi je me disais qu'il faut, aujourd'hui par exemple, je peux le répéter ici, que nous avons peut-être besoin de produire un peu plus de sucre par exemple. Nous avons la Saris qui est à Ankaï, mais nous pouvons aussi mettre en place une autre usine de production de sucre à Makwa, à Bunji, à Owando, à Wesso ou à Infondo, par exemple. Parce que ça permettra aux gens de continuer à vivre dans ces localités. Un chemin de fer permettra aux gens de ces localités de pouvoir mener des petites activités économiques. C'est important. Si cette partie du Congo se vide, les autres vont le prendre. Déjà à Pointe-Noire et à Brazzaville, c'est encore ce matin que quelqu'un me disait que beaucoup de sujets ouest-africains sont propriétaires des maisons, des appartements qu'ils font louer aux Congolais. Congo Zoba. Et le Congo le laisse faire. D'ici quelques années, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Et nos enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Parce qu'on aura laissé la terre aux mains des étrangers. Donc le sol aux étrangers. Le sous-sol aux étrangers parce que toutes les compagnies minières qui exploitent les mines sont des compagnies étrangères. Parce que le gouvernement préfère accorder la préférence aux étrangers. En offshore,
l'activité pétrolière, c'est les étrangers qui les mènent. Aujourd'hui, vous avez la fabrication, les usines de ciment, c'est des Chinois. Ceux qui fabriquent des briques, ce sont des Chinois. Dans la construction des travaux de génie, ce sont des Chinois. Vous avez aujourd'hui des chaînes de, je dirais peut-être pas des supermarchés, mais un peu comme des supérettes, je peux les appeler comme ça parce que c'est pas des supermarchés. En tout cas, supermarchés hein, tel qu'on le connaît. C'est des supérettes, c'est des Indiens et des Pakistanais. Park and shop. Le transport aujourd'hui, océan, comment on appelle les bus qui font des accidents, qui tuent nos compatriotes compagnie de transport, océan du Nord, voilà, océan du Nord. Quand vous voyez l'organigramme de l'océan du Nord, ce sont nos compatriotes, nos frères de l'Afrique de l'Ouest. Donc le transport est aux mains des étrangers. Les mines, le pétrole, le commerce général, aux mains des étrangers. La communication, les télécommunications, ce sont les Libanais. La filière boulangerie, ce sont les Libanais et les Mauritaniens. Mais nous, les Congolais, qu'est-ce que nous avons? Nous avons juste un gouvernement. Nous n'avons qu'un gouvernement. Parce que j'ai suivi, il y a une dame qui est venue faire, on a suivi l'audio d'une dame qui parlait un peu pourquoi on ne sanctionne pas Mikolo, alors qu'on a sanctionné Ingani pour juste un audio, on a sanctionné Ambiro, on a sanctionné Ingani, on a sanctionné, je ne sais pas, beaucoup de gens. Pourquoi on ne sanctionne pas Madame Mikolo? Ce qui a retenu mon attention dans son commentaire, dans son exposé, c'est qu'elle dit, mais Tozo pesa mbongo epa bawara. Tozo komisa bawara riche na mboka na bisomoko. Bisomoko donc pauvre. Cette dame-là, elle est du PCT. Elle a fait des choses. Elle a même dit qu'elle a mis des barricades. À l'époque, quand il y avait des problèmes au Congo-Brazzaville, elle a fait des barricades avec Jacques Bombette. Mais elle est à pied, cette dame-là. Elle n'a même pas un véhicule. Elle dit que le milliard devient 1 million. Pour ceux qui volent dans les caisses de l'État, donc ils ont de l'argent, ils ont tellement de l'argent que 1 milliard, pour lui, c'est comme 1 million, quoi. Il peut prendre, il peut donner, il peut partager, il peut faire tout ce qu'il veut. Mais combien sont ces Congolais qui ont la possibilité d'avoir des milliards? Ils sont très peu. Il y a même des membres du gouvernement qui n'ont peut-être jamais vu même le milliard. C'est le clan, c'est Sassou, ses enfants, et c'est très proche. Ce sont ceux-là qui ont des milliards. Sinon, le reste des Congolais, ils sont là. Et chacun essaie de créer des ouvertures pour que les étrangers viennent et s'enrichissent. Comme ce monsieur Haïdara. Pendant que les Congolais aujourd'hui, ceux qui ont perdu des habitations lors des explosions du 4 mars, vivent, je ne sais pas, dans la nature à Kintélé. Elles passent les nuits à la belle étoile. Il y a des logements sociaux construits avec l'argent du Congo qui sont occupés par des gens qui viennent de l'Afrique de l'Ouest. Bomona ou est-ce que quelqu'un peut me dire dans quel autre pays au monde les citoyens peuvent se comporter de la sorte? Où vous laissez les vôtres sans abri pour abriter les étrangers. Ce n'est pas de la xénophobie. Mais le gouvernement Sassou s'est distingué depuis des lustres dans la maltraitance du citoyen. C'est-à-dire que la priorité nationale n'existe pas. Que la préférence étrangère est leur modus operandi. Ils préfèrent voir les étrangers en haut
au sommet et voir les Congolais souffrir. C'est peut-être une stratégie pour ceux qui ont lu Machiavel. Quand vous appauvrissez le monde, quand vous appauvrissez la masse populaire, quand vous lui réduisez des moyens de pouvoir faire des révolutions, et vous resterez longtemps au poste de commandement. Mais toute chose a une fin. On a connu des dictatures les plus féroces sur cette terre. En Haïti, il y avait un certain Jean-Claude Duvalier. Duvalier avait quitté Haïti. La queue entre les pattes. Permettez l'expression. Il ne s'attendait pas à ça, alors qu'il avait un système de répression important, avec ceux qu'on appelait les tontons macoutes, des gens dangereux, ceux qui avaient la gâchette facile, qui tuaient les Haïtiens même juste pour plaisir. Jean-Claude Duvalier était tombé, était parti, et la dictature avait pris fin en Haïti. On a vu Mobutu Sese Seko. Sese Seko, donc, éternellement. Mais il est allé mourir, c'est au Maroc qu'on l'a enterré. Saddam Hussein, on l'a pris dans un trou comme un rat. Et Saddam Hussein a connu une fin tragique. Kadhafi Muammar, on l'a pris aussi dans un trou comme un rat. Lui qui est aussi craint, qui avait l'armée avec lui, tout le monde avec lui. On l'a pris et on l'a exécuté comme un voleur vulgaire. Le corps a été exposé dans un marché comme on expose de la viande. Donc, c'est pour dire que Sassou, ta fin sera aussi tragique que tout ce qui t'ont précédé. Les membres du PCT, beaucoup vont changer, tourner de veste. Nous le savons. Mais entre-temps, pourquoi faire souffrir le citoyen? Pour le citoyen congolais aujourd'hui, l'ennemi, c'est le pouvoir en place. L'adversaire, c'est le pouvoir en place. Mais aussi, j'ajouterai, l'ennemi, c'est le lobby libanais qui travaille en connivence avec le pouvoir, qui bénéficie des largesses du pouvoir et qui pratique sur le citoyen congolais la maltraitance. L'ennemi du Congo aujourd'hui et du Congolais aujourd'hui, c'est aussi ce lobby ouest-africain qui ne recrute jamais les Congolais, qui participe à la destruction de notre économie. En faisant partie du capital, en évitant de payer les impôts, les taxes. Ce sont les ennemis des Congolais. Le lobby chinois, le lobby pakistanais. Mais demain quand Sassou sera parti, demain quand Sassou partira, je pense que les Libanais devront partir. Je pense que ce lobby ouest-africain, je parle bien du lobby ouest-africain, c'est-à-dire des commerçants, les Nyangadou et les autres, ils devront partir. Parce qu'ils n'ajoutent pas quelque chose dans notre pays, dans notre économie. Nyangadou fait ses activités, ils sont riches, il a ses milliards, il garde ailleurs. Aïdara, Mikolo, aujourd'hui, il construit, j'apprends qu'il construit des cliniques en Côte d'Ivoire, il construit des cliniques au Sénégal avec notre argent du Congo. Mais qu'est-ce que nous aurons à faire de Aïdara demain? On n'aura pas besoin d'Aïdara. Si nous attrapons Aïdara, quand ça se sera renversé,
Haïdara fera la prison au Congo-Brazzaville. Tous les Libanais qui ont occupé toutes les filières il y aura des sanctions. Oui, ma soeur Minou, tu sais, la colère du peuple, elle se trouve dans le ventre, jamais au visage. Parce que sur le visage, c'est facile à faire une lecture, de savoir, oh, mais un tel, il n'est pas gai, il a l'air d'être fâché. La colère du peuple congolais, elle est au niveau du ventre. Il est difficile de savoir ce qui se passe. La colère de notre peuple, du citoyen congolais, elle est au ventre. Quand j'entends des gens du PCT parler des Ouara qui viennent s'enrichir chez nous au Congo, il faut faire attention. Parce que c'est des gens qui ont mené la guerre contre les Souba. Ceux qui ont été portés au pouvoir par les étrangers aussi. Mais qui ont commencé à comprendre que, il devait quand même avoir des limites, mais il n'y a plus de limites. Ce sont les autres qui viennent s'enrichir chez nous. Alors que nous ne faisons jamais chez eux ce qu'eux, ils font chez nous. Est-ce qu'il y a des Congolais qui font du business au Sénégal? Oui, certainement. Mais pas avec la même ampleur que les autres. Bonsoir, mon grand frère Christian. Donc, il faut demain prendre des mesures, et c'est là, ma soeur Minou, c'est là qu'on nous trouvera donc des gens xénophobes, mais ce n'est pas la xénophobie. Il faudra corriger toutes ces insuffisances. Il faudra limiter la participation étrangère dans notre économie. Déjà pour ce qui est de l'informel, des petits commerces, comme vendre le pain dans les marchés, des trucs. Ça, les étrangers ne doivent pas faire ça. Le transport, parce que vous n'avez pas besoin de qualification extraordinaire pour conduire un bus, pour conduire un camion pour vos porteurs. Pour que les gens viennent d'ailleurs pour venir le faire chez nous. Ces activités seront destinées aux Congolais, seulement, exclusivement. Demain, nous allons, en tout cas, que Dieu me donne longue vie et que Dieu permette à ce que je sois avec ceux qui vont diriger le Congo demain, je n'hésiterai pas à proposer à ce que l'on ramène la politique et qu'on établisse la politique de la préférence nationale au Congo-Brazzaville. Que le citoyen congolais soit mis à la place qui est la sienne, qu'il mérite, avant les étrangers. J'ai parlé des communautés, j'ai parlé de lobby, je n'ai pas parlé du lobby français. Les Français qui font des affaires chez nous, généralement traitent bien nos compatriotes. Ils payent les salaires, ils payent les avantages. Généralement, les entreprises françaises payent les impôts et participent, tant soit peu, à la bonne marche de notre économie. C'est vrai que nous avons un grand dossier avec la France concernant la France-Afrique. Mais tous les Français qui opèrent en Afrique ne font pas partie de la France-Afrique. Et la France-Afrique, même demain, lorsque nous aurons obtenu totalement notre indépendance, lorsqu'on aura bouté dehors le franc CFA, qu'on aura rétabli la dignité des Africains, mais la France, les opérateurs français seront les bienvenus chez nous en Afrique pour venir opérer dans des conditions qui soient mutuellement avantageuses.
Nous ne dirons pas non aux Français qui veulent venir investir au Congo-Brazzaville. Parce que j'en connais des gens, des Français, qui ont des cliniques au Congo-Brazzaville. Ils ne sont pas dans la France-Afrique. Il y en a qui sont dans la restauration, il y en a qui ont des hôtels qui sont dans le tourisme. Ce n'est pas la France-Afrique. La France-Afrique, les sociétés de la France-Afrique, c'est généralement des grandes firmes comme Total. Total, c'est la France-Afrique. Bouygues, Bolloré, ça c'est la France-Afrique. Vous avez la CFAO, ça c'est la France-Afrique. Parce que ce sont des entreprises qui sont là depuis l'indépendance de notre pays. Et qui, au fil du temps, des années, ont établi des réseaux d'influence sur les hommes politiques du Congo-Brazzaville et qui décident désormais sur les choix politiques et même économiques de notre pays. La Borex, ça c'est la France-Afrique. Mais le citoyen français qui a une pizzeria quelque part, un petit restaurant, il n'est pas de la France-Afrique. Il n'influence en rien. Donc, ce ne sera pas la rupture, la fin de la France-Afrique ne signifiera pas la fin des relations entre l'Afrique et la France avec l'Afrique. Nous voulons juste un changement de la façon dont nous allons collaborer avec la France et avec d'autres pays. Mais les Français ne sont pas dans la maltraitance. Mais les Libanais, les Chinois sont dans la maltraitance des citoyens congolais, surtout leurs travailleurs. Ils ne sont pas payés. Ou même quand ils sont payés, c'est vraiment des salaires dérisoires. Dérisoires. Demain, nous prendrons des lois, nous prendrons des mesures pour que l'étranger retrouve la place qui est la sienne dans notre pays. Déjà, si vous voulez venir au Congo, pour certains pays, nous allons réimposer le visa. Nous allons imposer le visa à un certain nombre de pays. J'espère qu'il en est le cas aujourd'hui pour le Liban, mais aussi pour certains pays d'Afrique, notamment de l'Afrique de l'Ouest. Nous allons imposer le visa, pourquoi? Parce qu'il nous faut contrôler l'immigration dans notre pays. Parce qu'il nous faudra contrôler le nombre de personnes qui peuvent venir dans notre pays. Parce que tant qu'il n'y a pas de visa, les gens peuvent monter dans un avion, atterrir à Mayamaya, atterrir à Ngonzungu, et bon voilà, ils s'évaporent dans la nature, ils sont congolais désormais. Nous allons imposer le visa. Nous allons revoir les cas des gens qui ont obtenu la nationalité congolaise au cas par cas. Là où ça n'a pas été clair, là où nous constaterons qu'il y a eu fraude, nous retirerons la nationalité congolaise aux étrangers qui, de façon frauduleuse, l'auraient obtenue. Ceux qui ont été facilités, même par des Congolais. Donc, il faut garder les documents. Parce que nous allons retirer la nationalité congolaise à beaucoup des étrangers qui sont chez nous au Congo-Brazzaville. Beaucoup. Et nous allons imposer le visa. Même si, de façon réciproque, ils vont nous imposer aussi le visa. Il n'y a pas de problème. Généralement, le Congolais, le citoyen congolais, l'étranger, il est respectueux des lois de chaque pays. Mais chez nous, les gens viennent, comme on dit, ils roulent en béba. Ils font ce qu'ils veulent.
Le phénomène même des bébés noirs, des koulounas, ce sont des phénomènes importés. Parce que jamais de la vie du Congolais, on a vu ce genre de phénomène où le Congolais décapite un autre Congolais à la machette. Mais si le Congolais était aussi violent et qu'il pouvait découper son compatriote avec des machettes, mais nous avons connu la guerre en 59, nous avons connu la guerre en 93, en 97, 98 jusqu'en 2000. Mais on aurait exterminé les Congolais. Les Congolais auraient exterminé leurs propres compatriotes à l'aide des machettes. Donc, les phénomènes que nous voyons aujourd'hui de Koulouna, de bébés noirs, ce sont des phénomènes importés par l'immigration sauvage non contrôlée. Ce phénomène où l'on coupe les gens avec des machettes, ça vient de l'Obangui, les anti-Balaka. Ils sont venus, ils sont dans la Likwala. Ils prennent le bateau, ils prennent la route, ils viennent à pied, ils se retrouvent à Brazzaville, ils se retrouvent à Pointe-Noire, voilà. Nous parlons les mêmes langues, ils parlent lingala, ils parlent sango, sango et bomitaba, je crois qu'ils se comprennent. Et voilà, il y a des gens qui viennent de l'autre côté de la rive du fleuve Congo, ils sont là, ils parlent aussi Kikongo, ils parlent lingala. Donc c'est un mélange de phénomènes. Mais parce que nous avons laissé faire, il y a eu trop de laisser aller. Et demain, il va falloir changer cela. Les marchés, certains marchés stratégiques ne peuvent pas être donnés à des étrangers. L'exclusivité dans l'importation de la farine, quand vous donnez aux étrangers, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils peuvent ne pas importer cette farine et vous allez mourir de faim parce que vous ne pouvez pas acheter du pain, vous ne pouvez pas produire du pain. Quand ils ont toutes les boulangeries partout, même dans les fonds forts de Sibiti, Mosenjo, là-bas partout, c'est eux qui gèrent les boulangeries. Ça veut dire quoi? Que quand ils veulent affamer le peuple congolais, ils arrêtent de produire même pendant une semaine et nous mourrons de faim. Chez nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on arrête tous les bus de l'océan du Nord, à Brazzaville ou à Pointe-Noire ou à Mosaka, aucun Congolais ne peut plus circuler. Chez nous, que le système de télécommunication, on peut mettre notre gouvernement sur écoute, on peut mettre notre parlement sur écoute, pour ceux qui font des liaisons même pour les communications par, je sais pas, des canaux informatiques, ça c'est géré par les Libanais. Donc les secrets de l'État, c'est sur la place publique au Liban, quand ils mangent leur shawarma, ils suivent tout ça, ils rigolent. Est-ce qu'un pays, mais la souveraineté, c'est pas seulement le droit d'avoir le contrôle sur l'étendue du territoire. La souveraineté, ce concept, est très large. Quand vous ne pouvez pas contrôler les moyens de production dans votre pays, vous n'êtes pas indépendant, vous n'êtes pas souverain. Quand vous ne contrôlez pas la filière du pain, des pharmacies, du transport, vous n'êtes pas souverain. Même de l'eau. De l'eau à Pointe-Noire. On m'a montré une fois, je crois du côté de Chimbamba ou Ngoyo, il y a des gens, je crois que c'est des Togolais, qui ont fait, comment vous appelez ça? C'est comme un genre de bâche à eau là, ils tirent de l'eau et ils mettent en bouteille, ils vendent de l'eau. Sans être traité, hein. C'est-à-dire que l'eau sort du puits et on met dans des bouteilles et on vend dans les commerces au Congo-Brazzaville. Il y a des étrangers qui ont l'exclusivité
le permis, exclusivité, il n'y a que eux qui peuvent le faire, d'importer le riz chez nous. Donc, si un autre Congolais achète le riz, ça vient au port, on prend, on détruit ou on saisit. Il faut laisser l'étranger s'enrichir, le Congolais s'appauvrir. Les forages, voilà, merci. Il faut enrichir l'étranger, appauvrir le Congolais. C'est ça la donne du gouvernement de Sassou Nguesso. Parce que si le Congolais s'épanouit, eh ben, il peut financer une activité politique, il peut financer un parti politique, il peut financer une rébellion, et voilà, on va perdre le pouvoir. C'est ça la pensée du PCT. Mais aujourd'hui, beaucoup, même au sein du PCT, ont compris que nous en faisons un peu peut-être trop. Nous avons laissé les choses aller trop loin. Parce que quand vous écoutez l'audio de cette dame, elle dit que nous faisons enrichir les Ouaras dans notre pays. Et oui. Hélas, c'est très en retard qu'elle s'en rend compte. C'est comme ça que nous avons fait enrichir un homme comme Odjedj. Odjedj a construit quoi au Congo-Brazzaville? Mais regardez, Odjedj aujourd'hui traîne le Congo partout. Il veut récupérer tout ce qui appartient au Congo à l'étranger. Odjedj veut mettre la main dessus. Il a récupéré la maison de l'ambassadeur du Congo en France, Odjedj. Alors qu'il n'a jamais construit un petit WC au Congo-Brazzaville. Parce que nous sommes Congo-Zoba. On nous a collé cette étiquette et nous sommes fiers d'arborer cette étiquette partout où nous allons. Déjà dans notre propre pays. Ce qui ne se fait nulle part ailleurs. Ça se fait au Congo-Brazzaville. Donc, mes chers compatriotes, je ne vais pas vous garder longtemps. Je vais juste lancer un appel. Lancer un appel au patriotisme. Pensons à notre pays. Pensons à son avenir. Ayons toujours une pensée pour notre pays, en tout lieu, partout où nous allons. Regardons ce qui se fait ailleurs, ce que les autres ont réussi à faire, à construire. Et regardons dans quelle mesure demain nous allons pouvoir faire ça chez nous. Parce que quand vous prenez des pays comme le Qatar, quand vous prenez des pays comme les Émirats Arabes Unis, il y a peut-être 50 ans en arrière, Nkaï était plus joli que Doha. Dolisie était plus propre que Dubaï. Chers amis, 50 ans en arrière, on a découvert le pétrole chez nous, ou on a commencé à exploiter le pétrole chez nous dans les années 70, comme au Qatar, comme aux Émirats Arabes Unis. Allez-y voir ce que les autres ont fait de leur pays. Mais est-ce que ces Arabes, ils ne sont pas réputés d'avoir inventé des choses technologiquement, ou je ne sais pas, scientifiquement, ce pas des gens qui ont apporté au monde, à l'univers. Mais ils aiment leur pays. Ils se sont dit, ici, c'est chez nous. Faisons en sorte que ce soit beau, comme à New York, comme à Paris, comme à Singapour. Faisons de telle sorte que nos hôpitaux soient les meilleurs au monde. Faisons de sorte que nous ayons des meilleures routes, des meilleurs supermarchés. Et c'est ce qu'ils font.
Ce ne sont pas les Qataris qui ont construit le Qatar. La preuve en est que même, ils viennent d'organiser une Coupe du Monde. Tous les stades ont été construits par les sociétés étrangères. Et même les constructeurs, puisqu'il y en a beaucoup qui sont morts là-bas, c'était des étrangers. Dubaï, nous ne cessons de le dire, Dubaï est peuplé à 80% par des étrangers. C'est une ville des étrangers. Dubaï. Mais qui construit Dubaï? Ce sont des sociétés étrangères, des multinationales étrangères, qui signent des contrats avec l'État et qui sont payés par l'État. Donc, c'est les mêmes choses que nous pouvons faire. Quand je parle, par exemple, de réseau ferroviaire au Congo, c'est vrai, nous voudrions voir une société congolaise capable de construire une voie ferrée. Mais en l'absence d'une société du Congo-Brazzaville, mais nous pouvons signer avec le Singapour, on peut signer avec la Russie, on peut signer avec la Turquie. Des contrats qu'ils viennent d'abord faire l'étude de faisabilité pour voir où est-ce qu'on peut faire le tracé de la voie ferroviaire. Mais qu'on relie Pointe-Noire à Bétou, Brazzaville à Swanké. C'est possible, on a construit le CFCO en 13 ans. Ça fait quand même 580 km. En 13 ans, aujourd'hui, avec la technologie actuelle, si on devait reconstruire le CFCO, on le ferait en moins de 13 ans. Donc, le CFCO, parce qu'il ne faudra pas l'abandonner, mais il faut faire en sorte que nous ayons un CFCO, la voie ferroviaire, qui ait deux voies. Parce que là, c'est une seule voie. Et elle est délabrée, elle est complètement cassée. Mais on peut refaire une autre ligne à deux voies pour relier Brazzaville à Pointe-Noire en moins de 13 ans. Nous pouvons aujourd'hui dire, bon, nous allons implanter telle usine là, telle usine ici, telle autre usine là. Nous pouvons le faire. C'est nous qui décidons et nous avons de l'argent pour ça. Le phénomène, par exemple, de l'eau, l'adduction d'eau chez nous au Congo-Brazzaville, est-ce que l'eau pouvait manquer dans nos ménages au Congo-Brazzaville? Puisque nous avons, chaque département du Congo est irrigué par un grand fleuve. Tous les départements du Congo. Commençons du nord au sud. Tous les départements. Donc au moins dans chaque chef-lieu de région ou de département, on devait avoir une usine de traitement d'eau. Ça coûte combien? Ça coûte combien aujourd'hui une usine de transformation, de traitement d'eau comme on a fait à Djiri? Je ne sais pas si ça existe toujours. On avait une usine de traitement d'eau du côté de Djiri, mais c'était pour la ville de Brazzaville. Nous pouvons en avoir une autre vers, je ne sais pas, quelque part dans le Kwilu, le bas Kwilu, pour qu'à Pointe-Noire qu'il y ait de l'eau dans tous les ménages. On peut le faire dans la rivière Lobomo, comme ça Dolisie a de l'eau partout. Et quand on parle de Dolisie, ça veut dire qu'on peut prendre des pipelines, des tuyaux, et on en met dans tous les autres villages aussi. À Gamboma, il y a l'Ankeni, voilà. À Owando, il y a le fleuve Kuyu. À Wesso, il y a la Sanga. À Infondo, il y a le Bangui, il y a le fleuve Congo. À Mosaka, vous êtes sur l'eau, Mosaka, Mankoti Poko, et ainsi de suite. Il ne devait pas manquer de l'eau dans nos ménages. Brazzaville, mais le fleuve est là, à côté. Kinkala, mais voilà, la Lufulakari, et ainsi de suite. Mandingu, mais il y a la Bunza, Sibiti, il y a la Lelali, il y a beaucoup de fleuves. Il ne devait pas manquer de l'eau chez nous. C'est juste un problème de programme. Nous disons, bon, écoutez, nous n'avons peut-être pas la capacité de le faire, nous n'avons pas des entreprises pour le faire, mais on fait venir des entreprises étrangères pour construire notre pays. Si une société vient vous dit, bon, pour construire par exemple des usines de traitement d'eau dans tous les départements du Congo, il nous faut 500 milliards de francs CFA, on prend 500 milliards de francs CFA, on leur donne. Et on a construit ça avec un réseau de distribution et on a de l'eau partout chez nous.
L'eau est vitale pour la vie. Mais l'eau peut être aussi un facteur du développement des maladies, diarrhéiques notamment, quand l'eau est sale, quand l'eau est dépurée. Le choléra ne se transmet pas de l'eau sale et des aliments. Beaucoup d'autres infections gastro-intestinales, ce n'est pas de l'eau. Mais en même temps que l'on établit, que l'on plante des usines de transformation, de traitement de l'eau, mais il y a aussi des usines de traitement des ordures ménagères. Les eaux qui coulent, les madoukou et tout cela, on peut faire, il y a des cures, on peut traiter cela. C'est juste la volonté politique, que l'argent du Congo circule au Congo, que l'argent du Congo serve à développer le Congo. C'est tout ce que nous demandons. Que les opportunités nombreuses qu'il y a au Congo permettent à tous les Congolais de s'épanouir. Le Congo aux Congolais d'abord. Le Congo aux Congolais ensuite. Le Congo aux Congolais toujours. Voilà la devise. Voilà ce que nous demandons. Voilà ce à quoi nous aspirons. On n'est pas toujours content de vivre à l'étranger, même quand on est dans l'opulence, dans le luxe, dans l'abondance. Mais on a envie de vivre chez nous, Les enfants que nous avons ici, quand vous dites allons au Congo, ils ne veulent pas aller au Congo. Parce qu'ils ont vu les images du Congo, ils disent, mais ce n'est pas un pays, ça, on ne peut pas aller vivre là-bas. Mais si nous avions l'essentiel, si nous avions les conditions, on ne vivrait pas à l'étranger. La maison dans laquelle moi je vis aujourd'hui, le jour où je vais partir au Congo, je ne pourrais pas prendre cette maison pour dire, bon, je vais chez moi, donc je l'emmène, je vais aller l'implanter à Sibiti. Non. J'ai le plan de la maison, il faut peut-être que j'aille reproduire là-bas. Mais ici, je vendrai à quelqu'un d'autre. Ou c'est les enfants qui vendront à quelqu'un d'autre quand ils voudront quitter ici, c'est pas. Nous pouvons donc faire beaucoup de choses chez nous, mes chers amis, mes chers compatriotes. Il nous faut d'abord renverser le PCT, il nous faut d'abord faire partir le clan de Denis Sassou Nguesso. Parce que ce sont eux qui sont responsables de la misère de notre pays. Ce sont eux qui sont responsables des souffrances de notre peuple. C'est le pouvoir de Sassou Nguesso qui accorde la priorité aux étrangers. Voilà pourquoi ces étrangers nous maltraitent. Voilà pourquoi notre économie ne fonctionne pas. Voilà pourquoi notre pays reste toujours en retard. Je vous souhaite une bonne soirée. Nous reviendrons sur cette thématique dans les jours à venir. Mais je vous laisse d'abord écouter une fois de plus Jacques Le Bello, qui nous rappelle que nous sommes tous Congolais. Tu es de la Likwala, tu es Congolais. Tu es de la Songa, tu es Congolais, tu es mon frère. Tu es de la cuvette ouest, tu es mon frère. Tu es de la cuvette centrale, tu es mon frère. Tu es des plateaux, tu es mon frère. Tu es du Poul, de la Bouenza, de la Lekumu, tu es mon frère. Tu es du Poul, tu es du Kwilu, tu es du Niari, tu es mon frère. Alors je vais demander un petit exercice à tous les Congolais aujourd'hui, à toutes les Congolaises. Que chacun de nous dise à un autre frère, je t'aime, mon cher frère du Congo. Je t'aime, ma chère sœur du Congo. Je t'aime tout simplement le Congo. Sur ce, je vous dis bonsoir. D'autres pourront la suivre en différé. Merci, au revoir.